Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais revenir aux origines du cinéma de Tsui Hark, l'un des grands maîtres du 7e art hongkongais, avec son tout premier long métrage de fiction sorti en 1979, The Butterfly Murders, disponible gratuitement d'ailleurs en VOST française sur YouTube, donc n'hésitez pas. Une production à l'époque de la Seasonal Film Corporation qui faisait pas mal de comédies d'arts martiaux à l'époque, notamment avec Jackie Chan. Mais ici, Tsui Hark veut déjà aller ailleurs, avec une sorte de thriller horrifique qui mélange les genres, comme il le fera souvent par la suite dans son cinéma. Au casting, pas forcément des acteurs et actrices connus, on va en citer quelques-uns pour les principaux, notamment ce narrateur, Fong, joué par Lau Xiuming. Il y a aussi Michel Mi qui joue un personnage très coloré, l'ombre verte, mais on va jouer là-dessus. Ça annonce peut-être quelque part son Zoo, un grand film d'arts martiaux fantastique dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, comme d'autres Tsui Hark. Et le plus connu dans le lot, c'est un certain Eddie Ko, qui jouera plus tard dans pas mal de films, notamment dans L'Arme Fatale 4. Voilà. Et oui, Tsui Hark qui veut dynamiter un petit peu ce cinéma hongkongais qui, selon lui d'ailleurs, et pas, selon aussi pas mal de ses comparses qui vont indirectement ensemble démarrer la nouvelle vague hongkongaise, commencer à tourner en rond dans ce style-là, arts martiaux comiques et tout. L'ère de la Shaw Brothers est un petit peu terminée. Et du coup, ces wuchapian traditionnels, il n'y en a plus trop, ça ne fonctionne plus assez. Et va relancer cela en prenant une base pour vraiment rendre cela très ludique. Alors évidemment, ce n'est pas son scénario, mais on sent dans le style déjà le début, l'embryon de ce qu'il nous fera par la suite, donc sur la forme. Et c'est un film purement arkien, si vous voulez me passer cette expression, j'y reviendrai. Une histoire donc dans une sorte de Chine ancestrale, plus ou moins fictive, on ne sait pas trop, où dès le début, on a une sorte de journaliste-écrivain qui narre un petit peu la situation et ce qui va se passer. Sa voix off, il arrive là, marchant dans le désert et quelque chose, et il va nous conter cette histoire, alors des trucs un peu techniques à base d'airs qui se succèdent, avec des guerres de clans et tout, bon, et un beau jour, un imprimeur qui récupère soi-disant un de ses écrits, un manuscrit de 8 pages, mais serait-il un faux, celui-ci, joué sur l'imposture ou pas? Et en tout cas, dans cette histoire étonnante, il parle de papillons tueurs. Bizarre, bizarre. Bref, tout ceci va se mettre en place. Après, on va avoir des membres de divers clans, là, peut-être, enfin, du moins dans un clan principal, se réunir pour répondre à un appel à l'aide dans un château. Donc un seigneur local serait attaqué par ces papillons, donc il en appelle un petit peu à une certaine assistance. Et arrivé là-bas, va démarrer une sorte de huis clos psychologique thriller whodunit, un peu, hein, quelque part, hein. C'est pas du Agatha Christie, mais il y a une idée, où on va essayer de d'élucider ce mystère des papillons tueurs. Et peut-être qu'il y a quelque chose derrière, évidemment, de moins fantastique, de moins étonnant, surnaturel, parce que des papillons tueurs sur le papier, c'est pas normal. Pas normal, c'est pas normal. Et là-bas, on va y retrouver notre narrateur journaliste, qui a été invité sur les lieux, et qui va se transformer un peu en détective. Peut-être, je ne les ai pas vus encore, hein. Ça annonce ses futurs détectives dits, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose là-dessus où lui, l'intellectuel, on va dire, un peu méprisé par les guerriers autour, va se montrer plus intelligent sûrement, mais aussi contempler ce qui va se passer avec ces guerres-là, qui ça le dépasse, c'est pas très important pour lui. Tsui Hark nous le montre d'ailleurs, hein, ces guerres ancestrales qui ont fait l'âge d'or de wuchapian, qu'il a beaucoup aimé, probablement des films de King Wu ou autres. Bon, ici il déconstruit un peu cette idée. Certes, il va y avoir des scènes d'action, bien évidemment, mais il va les faire à sa sauce, avec son découpage, avec un montage assez étonnant, qui va bien sûr travailler avec plus d'expérience par la suite, mais qui montre déjà la richesse d'un cinéma qui ose, avec donc pas mal de contre-plongées, des gros plans, des trucs saccadés, etc. On va dans le spectaculaire, littéralement, dans le visuel, mais ça raconte quelque chose aussi. Et thématiquement, Tsui Hark pose des bases. Alors c'est pas son histoire, je le rappelle, mais il y a quelque chose qui l'a attiré là-dessus, et il en a fait peut-être une de ses...
oui, de ses obsessions plus tard, mais déjà là, il met le focus. Notamment le rapport entre tradition et une forme de modernité. La modernité de son cinéma, parce que ça, déjà, à fin 70, il y a quelque chose d'assez étonnant. En reprenant des codes, évidemment, médiévaux, mais en faisant autre chose, notamment dans la façon d'habiller ses protagonistes. Alors, je parlais de l'ombre verte et tout, c'est presque super-héroïque indirectement. Il y en a un avec une armure assez étonnante. Il y a une tentative visuelle, d'ailleurs, vraiment, là, on sent le brouillon de son zoo, hein, sur pas mal de petits points, sur l'aspect plutôt coloré, graphique de certaines choses. Et derrière, il va rendre l'ensemble déluré pour peut-être questionner aussi, lui, en tant qu'artisan. Voilà, je dynamite, hein, et évidemment, je rends hommage aussi à ce qui a fait la grandeur de ce genre de cinéma-là, parce que ça se faisait plus trop, comme il dit d'arts martiaux, peut-être que ça lui plaisait moyen, mais bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments un peu drôles dans le film. Enfin, on peut toujours... Enfin, il y a du décalage, c'est pas vraiment de la comédie à ce niveau-là. Et derrière, tradition-modernité, à l'époque, voilà, médiévale quelque part. Les débuts, par exemple, de ces armes à feu, poudre à canon et tout. Pour rappel historique, ces armes à feu, poudre à canon, après qu'on pullulait les années d'après, la technique est plus ou moins née, en tout cas, a été... on va dire, façonné et amélioré en Chine. Et ça, cette idée de modernité par l'armement qui va peut-être au-delà d'une Chine d'avant plus ou moins médiévale, arts martiaux, il va questionner frontalement cela dans Il était une fois en Chine. Enfin, sa trilogie de base, en tout cas, que j'ai vue. J'ai pas vu le 4, je crois qu'il reviendra pour le 5. Peut-être que je l'ai fait, c'est le 4 et les 5, hein, quand même, un jour. Et même après, plus tard, on va pousser à l'extrême. Dans l'idée, là, c'est quand même très étonnant, dans le magnifique film qui est The Blade, un de ses chefs-d'œuvre. Il va encore aller plus loin, je trouve. Mais il y a cette idée aussi, d'ailleurs, il y a des scènes là qui me font dire, tiens, il a gardé en tête des choses pour The Blade plus tard. Dans The Blade, je ne sais plus si c'est un truc ils sont dans une sorte de forge. Enfin, j'ai plus le truc exact, mais on voit une machinerie avec des ouvriers et tout. Là, on a cette imprimerie au début, j'y ai pensé. J'ai pensé aussi dans les décors, à ce qu'il fera dans l'autre de ses grands chefs-d'œuvre, pour moi, enfin il y en a d'autres, hein, mais bon, The Lovers, qui là aussi d'ailleurs, hein, jouait entre tradition et modernité, d'une romance un peu, mais qui allait vers une autre forme d'écriture aussi et de mise en scène. Fascinant au cinéma de Tsui Hark. Et je trouve que c'est parfait comme début de carrière. Alors début de carrière sur grand écran, parce que le monsieur a travaillé d'abord en tant qu'étudiant, il faisait des documentaires aux États-Unis, parce qu'il a vécu aux États-Unis. C'était quelqu'un de très cosmopolite, hein, Tsui Hark. Il est né, je crois, au Vietnam. Il a été longtemps aux États-Unis, Chine, Hong Kong. Là, il tourne à Taïwan. Bon, ça bouge, quoi. Et donc oui, il y a des documentaires, et puis les côtés soap opéra qu'il a travaillé des épisodes un peu avant pour faire ses marques. Bon, ici, peut-être le côté soap de certains acteurs, on les ressent. Je sais pas. Il essaye de naviguer là-dessus. Il s'en émancipera un peu plus par la suite, peut-être. Et c'est fascinant. Et en fait, l'histoire, j'ai envie de dire, au final, de tout ça, on s'en fout. Enfin, oui, il y a des mystères qu'on va élucider de façon parfois poétique. Je vais pas faire de zone spoiler, parce que ça sert à rien, là, hein, vraiment. Il y a un moment, une scène de fumée où on va en apprendre plus sur les papillons, par exemple. C'est très beau. Il tâte quelque chose, là. Il y a une ambiance, d'ailleurs, souvent, dans ce château, un peu gothico, horreur à l'européenne ou à l'occidentale. C'est Fulcio corbanien. Excusez-moi un petit peu au bavien, voilà, Bava, Fulci, peut-être un peu Argento, mais un peu moins, je pense. Et Corman pour l'aspect gothico-poesque. Sur certains moments, j'y pense. Peut-être que voilà, hein, il regardait beaucoup de ces films-là, puis il a été aux États-Unis, où ces films avaient le vent en poupe aussi, peut-être. Bien sûr, on va penser à Hitchcock, parce que bon, ces papillons tueurs, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a une sorte de relecture des oiseaux, qui est un des grands Hitchcock, dont on parle finalement que peu parmi ces grands films, mais moi j'aime beaucoup. C'est un des premiers Hitchcock que j'ai vu, tout ça, donc forcément ça joue un peu. Il y a cette idée-là, mystère, mais pourquoi ces papillons? Bon, après, c'est plus ou moins élucidé, voilà. Et après, les combats, là, intérieurs, internes, des révélations, des personnages qui étaient censés être ceux-ci, mais qui ne le sont pas, qui sont censés être morts, mais peut-être pas trop. Enfin, évidemment, il y a des sortes de conspirations de cette guerre de camps à l'époque. On essaye de prendre en main, en fait, l'idée de cette révolution technologique par l'armement futur de la poudre et tout, par l'artifice. Il y a un peu de ça aussi. Peut-être pour éliminer ces clans et prendre possession. Enfin, qui va avoir la possession de cette idée de destruction potentielle par l'arme, quoi. Parce que là, après, évidemment, une fois qui aura cette arme à canon, si vous voulez, pourra dominer toute la Chine, quoi. C'est un peu cette ambiance-là.
Et en tout cas, voilà, c'est très ce qui développera autrement, de façon mieux écrite peut-être, hein, quand même, dans Il était une fois en Chine. Parce que c'est vrai, là, sur l'écriture, là, bon, le scénario en soi, je pense, on le sent, c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Et il en fait des scènes, derrière des scènes, un peu, oui, de câbles, où les personnages voient. Et littéralement, on les voit, enfin, on voit les artifices, parce que c'est comme ça que ça se passe dans le film. Malgré les chorégraphies exceptionnelles de certains ou certaines, notamment l'ombre verte, qui jouent à cela. Il joue aussi sur l'artisanat de ces combats-là, il le fait frontalement par rapport à comment ça a évolué dans cette époque un peu parallèle. Et quelque part, Choi Ark, son personnage, c'est un peu celui de cet intellectuel journaliste-auteur là, qui regarde, qui contemple, qui visionne, donc l'œil de la caméra, l'œil de ce monsieur, et qui ne va pas vraiment s'impliquer, au final, ça ne l'intéresse pas, ça le dépasse. Comme ce scénario dépasse un peu Choi Ark, mais il en fait son cinéma. L'idée de le faire arriver, ce Fong au début, comme ça, puis après il va partir. Avant la conclusion, il va partir. Conclusion exceptionnelle, hein. Ça part dans tous les sens, il se fait plaisir à la réal, il y a un petit côté western, à un moment c'est triangulaire, il y a une forme de truelle pratiquement qui se met en place. Influence Sergio Leone et tout, bien sûr, et on pensera plus tard à ce qu'il fera avec John Woo, notamment sur les Mexican Standoff. Je pense que cette idée-là. Et évidemment, ça finit un peu comme ça commence. Hop, on part seul, on arrive seul, on part seul. Tout ce qui s'est passé là, je vous l'ai raconté. Attention au vrai ou au faux. C'est mentionné déjà dès le début avec l'idée de l'imprimeur sans manuscrit, c'est pas vraiment le sien, oui ou non. Bon, en tout cas, ce qui est à la fin raconté, c'est du cinéma, c'est une fiction. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui s'est vraiment produit. Ce n'est même pas, je pense, je sais pas si c'est dans la mythologie chinoise, plus ou moins, mais tu sens que c'est très écrit. Donc dans l'idée, hein, pourquoi pas. Alors évidemment, il y a des redoublages, parce que même si je l'ai vu en VO, du coup, il y a des redoublages par-dessus, parfois il y a un décalage qui se fait, c'est assez étonnant, mais c'est assez propre à ce cinéma d'époque, par rapport à des moyens, à la base aussi. Mais en tout cas, c'est très riche, et je trouve que, oui, ça annonce pas mal, donc ce qu'il pourra faire par la suite. Je l'ai mentionné, mais je le redis là, Zoo, la trilogie, sa trilogie, en tout cas, Once Upon a Time in China, et The Blade, pour aller plus loin, et d'autres que j'ai pas vus, probablement. Et ça, vraiment, c'est nouvelle ère, nouveau style de Wu Chiapian, plutôt bien en thriller de détective un peu sombre, et ça dynamite les choses. Alors ça a été un fiasco, ce film. Je crois que ces 3 premiers films ont été compliqués pour Choi Ark. L'Enfer des arbres, dont j'ai parlé il n'y a pas si longtemps que cela aussi. Bon, très, voilà. Et oui, c'est vrai que dans le découpage et tout, à part un moment, tu te dis, waouh, fou. Elle est où la maîtrise? Je pense que c'est plus une expérimentation, c'est comme un labo, comme dans ce souterrain, le labo avec les armes à feu, là. Enfin, pas de poudre à canon ou artifice. C'est pareil, c'est le laboratoire de son cinéma. Et quelque part, je finirai là-dessus une conclusion presque allégorique par rapport à ce film. Tu regardes que c'est un peu encore la chenille, là, qui sort des États-Unis, et qui, ici, avec cette œuvre, va rentrer dans sa chrysalide pour devenir papillon par la suite. D'où cette idée. D'ailleurs, un plan sur une chenille à un moment. Des plans sur les papillons, bien sûr, aussi. Je pense qu'il y a une idée de, tiens, ça commence à œuvrer dans son émancipation. Et après, bah, évidemment, il réussira son coup en insistant, parce que c'est vrai que ces 3-4 premiers films, c'est un peu plus difficile. C'est pour ça qu'il faut le voir. Si vous aimez Choi Ark et que vous n'avez pas vu ce film, bon, bah, il est disponible, facilement. Voilà, ça fait 3 ans qu'il est gratuitement sur YouTube. Espérons qu'il y reste. Bon. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de cette œuvre, de ce premier Choi Ark, et comment il annonce ou non son cinéma selon vous. Vous pouvez compléter avec d'autres œuvres que je n'ai pas mentionnées ici, et que peut-être je n'ai pas vues. Mais bon, j'ai encore une belle aventure avec ce monsieur, même si j'ai vu plus d'une dizaine de films de lui maintenant. Et je pense qu'il y a presque une bonne dizaine de vidéos sur ces films aussi sur ma chaîne. Vous pouvez fouiller en faisant une petite recherche. Allez, à vous la parole en commentaire, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!